pourquoi il me regarde comme ça? Est-ce qu'il me regarde comme un coupable? Est-ce qu'il me regarde comme un innocent? Il y a toujours cette question qui reste là dans notre tête et on ne sait pas, quoi. Les invités ont été accusés du pire, montrés du doigt, jetés en prison et finalement innocentés. Avec l'affaire d'Outreau, la France entière a pris conscience que personne n'est à l'abri d'une erreur judiciaire comme vous, Karine Duchossois ou Roselyne Godard. Pourquoi, comment se retrouve-t-on emporté dans cette spirale infernale qui fait parfois exploser la famille? Peut-on espérer récupérer son honneur et se reconstruire après avoir été broyé par la machine judiciaire? Que peut faire la justice pour éviter ces erreurs et réparer ses fautes? Karine Duchossois, Roselyne Godard, vous faites partie, vous, des 2 sur les 7 acquittés d'Outreau. Comment on sort d'une histoire pareille et surtout, comment on vit le fait d'être une victime d'une erreur judiciaire? Eh bien, définitivement laver de tout soupçon, c'est bien sûr ce qu'on espère. On espère que c'est clair aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'après une histoire pareille, on n'en ressort jamais indemne. Aujourd'hui, pour nous, c'est le début d'une reconstruction, d'une nouvelle vie. Et cette histoire restera gravée à jamais dans notre mémoire, c'est sûr. Roselyne Godard. Quand on est victime d'une erreur judiciaire, on a l'impression de ne plus faire partie de cette société. On en est exclu. Pour ma part, je m'en sens toujours exclue. J'ai toujours cette impression de vivre dans un autre monde. J'ai toujours l'impression qu'il y a le doute. Et pourquoi venir ici ce soir en parler? On nous a fait taire pendant des années. Pour ma part, le cauchemar a duré 3 ans et demi. Oui, avec beaucoup de prison, on en reparlera tout à l'heure. Oui, donc envie de dire aux autres. Envie de dire aux autres que c'est pas parce qu'on a des accusations horribles qu'on doit baisser les bras. Alors voilà, avec nous tous pour répondre aussi à toutes ces questions et puis peut-être pointer la responsabilité de chacun. Je disais des spécialistes de la justice et des médias. Donc Didier Gallo, juge connu pour son franc-parler. Maître Dupont-Moretti, vous êtes d'ailleurs l'avocat de Roselyne Godard. Georges Fenech, ancien magistrat aujourd'hui à la Commission des lois. Le très médiatique Paul Lefebvre et Paul Bensoussan, expert psychiatre. Alors je vais commencer avec vous, Karine Duchossois et Roselyne Godard, parce que malheureusement l'affaire d'Outreau est exemplaire de l'erreur judiciaire. Alors vous, en 2001, vous avez été considérés comme de véritables monstres, violeurs d'enfants, dans ce qui était l'affaire du siècle. Et aujourd'hui, vous retrouvez les victimes innocentes de l'erreur judiciaire la plus médiatique de ces dernières années. Alors comment on passe dans sa tête de l'image du bourreau à l'image de victime? C'est d'abord un énorme soulagement quand enfin notre innocence est reconnue, parce que pendant 3 ans on s'est battu, on a dit à tout le monde qu'on était innocent, on n'a pas arrêté de le crier et on n'était écouté par personne, on est impuissant face à tous ces gens, quoi. Une chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé, que vous ne pouviez pas imaginer? Jamais. Je peux vous dire que quand on m'a dit les accusations qui étaient portées contre moi, j'étais totalement détruit, quoi. C'est le ciel qui tombait sur la tête, c'était affreux, quoi. Roselyne Godard, qu'est-ce que vous êtes dit? Pour ma part, moi, je me suis rendue à une convocation du commissariat de police le 11 avril 2001. Et dans les minutes qui ont suivi, on m'a dit que j'étais un monstre. Et moi, j'aurais dit aux inspecteurs qui étaient devant moi, mais c'est une plaisanterie, vous moquez. C'est pas possible qu'on puisse m'accuser de choses pareilles, vous vous rendez compte? Alors en 2001, personne ou presque personne ne connaissait la petite ville d'Outreau. Avant que tout ceci n'éclate. On sort broyé d'une histoire comme celle-ci. D'ailleurs, c'est pratiquement devenu le titre du livre que vous publiez demain aux éditions Plomb, Moi, Karine, innocente et cassée. Oui, ce livre, c'est pour moi une façon de sortir un peu tout ce qui est à l'intérieur de moi. C'est une thérapie, c'est aussi pour mon fils, c'est dédié à mon fils pour que quand il pourra lire ce livre, il puisse comprendre ce qui s'est passé aussi. Alors dans ce livre, vous essayez de comprendre comment vous vous êtes retrouvé impliqué dans cette histoire.
c'est vraiment une chose que j'ai voulu faire passer, c'est la tour du renard, la vie à la tour du renard. Au procès, au tribunal, on s'est retrouvé face à des juges et face à des personnes qui connaissent pas du tout ce milieu. Vous dites une vie de merde et de démerde. Oui, c'est des gens qui sont tous au RMI, qui travaillent pas, qui survivent et qui s'entraident aussi, parce qu'il y avait quand même de l'aide, des gens qui étaient défavorisés, en même temps qui essayaient de s'aider, et en même temps qui pouvaient se battre, et puis une semaine après se reparler. C'est une vie particulière, et ces juges, justement, ne connaissent pas cette vie et ne pouvaient pas comprendre qu'un enfant de 5 ou 6 ans puisse avoir des mots dans la bouche qu'un enfant de 6 ans ne doit pas avoir. Votre passé et aussi votre vie à la Tour du Renard, ça comptait pour les juges ? Contre vous ? Enfin, c'était... Bien sûr, au départ, c'était bien évidemment contre moi, mais même si j'ai été une mauvaise mère, comme je me suis qualifiée, et je le dis, et j'ai pas peur de le dire, j'étais jeune, je savais pas ce que c'était, j'ai pas été une bonne mère pour Anthony tout de suite, mais ça faisait pas de moi, comme j'aurais dit, j'étais peut-être une mère jeune, mais pas une mère pédophile. Avec le sentiment qu'on voulait vous faire avouer certaines choses. Bien sûr. Je pense aux policiers. Oui. Comment ça s'est passé, ça ? Il y a un moment où il y a un policier qui est venu derrière moi, et je m'en souviendrai toujours, et il m'a dit allez, quand tu auras avoué, ça ira mieux. Les autres, elles ont avoué, et ça va mieux maintenant. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais j'étais grossière, je lui ai dit, tu veux que je t'avoue quoi ? Je l'ai tutoyé, je lui ai dit, avouez quoi ? J'ai rien fait, alors je t'avouerai rien du tout. Et du début à la fin, c'est mon innocence qui m'a fait tenir, et jamais j'aurais dit, oui, je l'ai fait, alors que je l'avais pas fait, non. Roselyne Godard, pareil, le sentiment les policiers mettaient de la pression sur vous ? Ah, tout à fait, tout à fait. Ils étaient très, très violents, ils étaient trois, et ils ont essayé par tous les moyens. D'abord la pression, en élevant la voix. Quand ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, ils m'ont dit « Je pense que ce serait bien que vous passiez aux aveux, et ce soir vous serez chez vous. » Et moi, je leur ai répondu « Vous êtes fou, monsieur. Je n'ai pas commis ces horaires. Je vais avouer des choses que je n'ai pas commises, et vous allez me relâcher. Mais vous me prenez pour une démente. » Et moi non plus, jamais j'aurais cédé. Alors la différence entre vous deux, c'est que vous n'avez pas été placée, Karine, en détention provisoire. Vous dites, j'ai eu de la chance dans cette sombre affaire. Bien sûr, oui. Et vous, Roselyne, 16 mois. Donc, 16 mois et 3 jours. Et comment on passe 16 mois en prison quand on sait qu'on est innocent ? Pour moi, la prison, c'est l'enfer. Vous entrez avec votre condamnation. Parce que vous êtes accusé, donc vous êtes coupable. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement en prison ? Le personnel de surveillance vous voit déjà comme le pire des monstres. Donc vous subissez leur justice. La justice que vous connaissez et la justice des détenus. C'est là où on se détruit. Parce qu'on est broyé. Moi, j'ai été broyée par le système judiciaire, par la détention. La détention. Alors, je voudrais vous dire, elle a été maintenue en détention durant 16 mois avec 2 motivations récurrentes. Sa personnalité, alors que rien, et surtout le fait qu'elle niait les faits. Ça, nier les faits dans une affaire de cette nature, ça vous fait maintenir longtemps en détention. Parce qu'on pense que vous allez céder, c'est vrai ? Évidemment. Didier Gallo, comment vous expliquez qu'à un moment donné, pratiquement tout le monde se soit retrouvé en prison? Est-ce que c'est la hantise du réseau? Est-ce que c'est la peur de laisser des coupables dehors? Il y a l'affaire du trou qui est pas loin. Voilà, l'affaire du trou. Oui, et puis tout ce type d'affaires, encore une fois, pratiquement la détention provisoire est généralisée, même si elle ne s'impose pas. En revanche, notre mission et notre devoir est de ne jamais envoyer un innocent en prison. Et cela, dans ce type d'affaires, pour les autres, encore une fois, je ne sais pas, mais dans ce type d'affaires, je crains qu'hélas, il y ait un certain nombre d'innocents incarcérés. Mais là, c'était la peur de laisser des coupables en liberté, si je comprends bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Attendez, il vaut mieux 10 coupables dehors qu'un innocent en prison.
Ça, c'est clair. Ça dépend. Alors, Non, c'est pas tout à fait vrai. Si on laisse dehors un type comme Guy Georges, lui, au début, on va avoir des problèmes. C'est pas aussi facile que ça de dire on envoie la détention provisoire est une exception. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas aussi facile. Ne dites pas ça, Paul Lefebvre. La détention, la détention provisoire est trop appliquée dans notre pays. Je le dis très solennellement. Je dis qu'on a actuellement à peu près 30% de détenus qui sont détenus provisoires dans nos prisons françaises, qui sont surencombrés, et que nous avons toujours une culture de l'aveu, de la détention et de la garde à vue. Ce qui est en cause, c'est pas le placement en détention. Je vais choquer Roselyne, mais moi, son placement en détention, je le comprends. Oui. Mais alors 15 jours pour vérifier. Oui, mais pas 16 mois. Hein. C'est pas le placement qui est en cause, c'est le maintien. Nous sommes d'accord sur le... Anne-Sophie, j'imagine que quand on est jeune, qu'on a 17-18 ans, qu'on apprend que sa maman, et puis après il y a eu votre mari aussi, sont soupçonnés dans une affaire pareille, ça doit être terrifiant, non ? Je n'avais pas conscience de l'ampleur des choses. Je ne me rendais pas compte. Je savais qu'elle était accusée de choses atroces, mais c'était pas clair dans ma tête. C'était des accusations, oui, certes, mais bon, ça restait comme un cauchemar, quelque chose d'irréel. Ça allait se terminer tôt ou tard, de toutes les façons. Roselyne Godard ? Dans son école, elle était en plein cours de maths. Et on est venu la chercher. 2 inspecteurs de police sont venus la chercher. Comment ça s'est passé, Anne-Sophie ? Un professeur est venu me chercher à la fin du cours en me disant « Voilà, il y a 2 inspecteurs qui vous attendent dans le bureau de la principale. Ils voudraient vous interroger. » C'était des questions banales d'un interrogatoire. Mais c'était le contexte qui faisait que ma vie a été bouleversée. Tout le monde a appris autour de moi ce qui se passait alors que je l'ai plus ou moins caché dans un premier temps. Et c'était pas normal. Comment vous avez vécu tout ce moment de détention de votre mère ? Est-ce que vous l'avez cru coupable, vous ? Jamais un instant j'ai douté de l'innocence, c'était pas possible. La mise en détention, je l'ai vécue un peu à part. En fait, papa m'a un peu éloignée dans les premiers temps. Il m'a dit c'est pas grave, ça va se finir rapidement. Dans 3 jours, maman sera dehors, c'est fini. Et le temps passe, et c'est vrai qu'il a fallu aller voir maman en prison. Il a fallu affronter les parloirs, affronter tout ce monde qui nous était inconnu. Et j'imagine qu'autour de vous, vous avez entendu un certain nombre de propos, non, dans le voisinage. Vous avez eu peur, vous avez eu honte. J'en ai parlé à mes quelques amis autour. Et c'est vrai qu'ils ne m'ont pas jugé moi, ni n'ont pas cherché à juger. Ils ont attendu de voir le procès, le verdict pour se permettre d'émettre un jugement. Le doute, je le ressens peut-être plus maintenant, après le verdict. Donc vous avez le sentiment que ça ne suffit pas, qu'il en restera toujours quelque chose. C'est ça que vous dites, il y a la trace qui est là et qui... C'est indélébile, ça partira pas. C'est des accusations tellement horribles. C'est une salissure dont on ne se sort pas. C'est une salissure dont on ne se sort pas. Roselyne, vous avez pensé que vous passeriez toute votre vie en prison ? Moi, j'ai eu cette crainte. D'être oubliée. Le matin du verdict, j'avais préparé mon sac. Je pensais repartir en détention. Parce que je n'avais pas eu cette impression d'être entendue, même en cour d'assises. Parce que tout au long de cette instruction, c'est un mur que j'ai rencontré. Comment vous expliquez-vous que la présomption d'innocence ait été à ce point bafouée ? Je pense que dans un cas comme celui-ci, j'ai été moi-même 10 ans juge d'instruction. Je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement prudents et qu'une simple dénonciation, une simple accusation, même corroborée par d'autres témoignages, ne suffit pas à mettre en détention provisoire. Je l'ai vécu moi aussi professionnellement. J'ai vécu ce risque. Je dis qu'il faut vraiment, avant de prendre une décision qui s'apparente quelque part déjà à une pré-condamnation, il faut vraiment qu'on ait des preuves matérielles, irréfutables. On ne prive pas quelqu'un de sa liberté sur une simple déclaration, qui plus est d'un enfant qui peut être amené à dire des choses qui ne sont pas la réalité. Et c'est tout le problème, effectivement, du recueil de la parole de l'enfant. Mais il faut quand même comprendre que les experts psychiatres et psychologues avaient dit, mais comme s'ils y étaient, que les enfants ne pouvaient pas avoir inventé un seul détail, ni même désigné un adulte qui ne les aurait pas agressés. Bien sûr que les enfants étaient de grandes victimes et personne ne l'a jamais contesté. Mais la façon dont on a soumis un certain nombre de visages d'adultes, autant d'agresseurs potentiels aux enfants, qui ont désigné tel ou tel, n'a pas été décortiqué. Les experts se sont assis dans le fauteuil du juge. Ils ont dit, tous les adultes que ces enfants
ont désignés sont autant de coupables. À partir de là, comme l'enfant était parfaitement fiable selon les mêmes experts, on avait une impossibilité absolue pour le juge de rester dans une dynamique de présomption d'innocence. C'est le poids excessif des expertises D'accord, mais comment un expert psychiatre fait-il pour démêler tout ça ? Il faut déjà comprendre ce qu'un expert psychiatre ne peut pas faire. Il n'a pas de détecteur de mensonges, il est un piètre investigateur et on ne le missionne pas pour ça. Donc quand l'expert se donne à lui-même pour mission de faire éclater la vérité, c'est une mission noble, mais ce n'est pas la sienne. Voilà. J'ajoute pour les experts qu'il n'y a pas de formation d'experts, il n'y a pas de diplôme d'experts. Et ça, c'est un vrai problème. Et qu'une fois qu'un expert est inscrit sur une liste, il le reste pratiquement à vie. Donc on a aussi une piste de réflexion sur comment mieux former et recruter des experts. Ils ont été traités d'emblée comme des coupables. Un juge normalement constitué. Regardez ce dossier, il y avait des problèmes. Mais on est dans le politiquement, voire dans le judiciairement correct. Il y a des enfants victimes. Personne ne dit le contraire. Et au nom de cette souffrance des enfants, on a rajouté la souffrance de ces femmes et de ces hommes qui ont été emmenés avec eux. Karine, est-ce que vous avez le sentiment d'être coupable dans le regard des autres ? Non, ça avec l'acquittement, ça c'est quand même... Non, ça c'est quand même atténué, mais c'est vrai que quelquefois il y a des regards où on se dit mais il me regarde, pourquoi il me regarde comme ça ? Est-ce qu'il me regarde comme un coupable ? Est-ce qu'il me regarde comme un innocent ? Il y a toujours cette question qui reste là dans notre tête et on ne sait pas quoi. Alors, comme vous venez de le dire, il ne suffit pas d'être acquitté ou d'être réhabilité publiquement pour se reconstruire. La justice jamais ne présente ses excuses et dit « je me suis trompé ». Non. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Parce que c'est l'institution elle-même qui a failli, en fait. Ça n'est pas l'un ou l'autre en particulier. S'il y a une faute lourde, à ce moment-là, on le saura. Il y aura une saisine du Conseil supérieur de magistrature. Actuellement, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il est évident que les magistrats, même si elles reconnaissent par-ci par-là que l'un des leurs a fait une erreur, ils y vont à cloche-pied, quoi. C'est bien sûr. Alors moi, ce que je dis, ce qui manquerait justement à pouvoir vraiment prouver tout ça, c'est que la faute soit reconnue, que les fautes soient reconnues, parce que nous, on sait qu'il y a des erreurs là-dedans. Et moi, personnellement, et je pense que Roselyne et les autres aussi seront d'accord pour ça, c'est que les personnes qui ont fait des erreurs soient sanctionnées. Je suis plus la même, quoi. Et j'ai l'impression... Déjà, ces 3 ans, on ne me les rendra pas. Personne ne pourra nous les rendre. Et la destruction de ces 3 années, maintenant, c'est une reconstruction qui va être difficile et qui laissera toujours des traces. Alors vous dites, Roselyne, que vous espérez que la justice tire les leçons, enfin même qu'ils doivent tirer les leçons de ce fiasco judiciaire. Oui, donc, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce qu'on vous a promis à vous ? Moi, j'ai principalement expliqué les difficultés aujourd'hui à vivre de ma fille. Elle ne manquait de rien, elle avait le confort. Et depuis le début de ce cauchemar, certains jours, elle n'a même pas eu à manger. Et pour moi, c'est horrible. Donc je demandais à ce que très vite, on puisse m'aider financièrement, parce qu'aujourd'hui, sa situation financière est précaire. Anne-Sophie, c'est vous qui avez été aussi victime dans l'affaire. Victime, oui. Je me ressentais pas victime avant le procès. C'est vrai que c'est le procès qui a été un élément déclenchant. Oui, je suis victime à part entière. Et c'est dur de dire je suis victime alors que j'ai rien vécu. Enfin, on m'a enlevé mes parents, mais c'est tout. On enlève... mais c'est tout. On enlève des parents à beaucoup pour d'autres raisons. Et le décès, la maladie. Mais j'ai été victime à cause de ça. J'imagine que Nathalie, ça vous parle beaucoup. Je suis d'accord. Enfin, si tu veux, je ressens exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est victime. Alors, même si, apparemment, certaines personnes prétendent que non, comme le ministère, justement, d'aide aux victimes, etc., ils ne nous considèrent pas, nous, comme des victimes, les enfants. Je suis désolée, Anne-Sophie. C'est-à-dire que nous, on a beau avoir tout perdu, on a beau avoir assumé, on a beau avoir fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de pallier aux carences et l'administration, enfin et l'État, ils ne nous considèrent pas comme des victimes. Donc. Et Roselyne, vous avez vraiment tout perdu ?
C'est-à-dire vous aviez un travail. J'avais une maison, un foyer, un mari, une entreprise. Et j'ai plus rien. Aujourd'hui, ma reconstruction sera très difficile parce que je ne sais pas où aller. Pour moi, quand Karine parlait d'être broyée, moi j'ai l'impression d'être broyée, vraiment. Parce que ma place, je ne l'ai plus nulle part dans la société. Alors, je vais vous demander, Maître Dupond-Moretti, est-ce qu'il y a une indemnisation qui est prévue très importante? On n'a pas évoqué de chiffres. Ah bon? On a évoqué des chiffres à la chancellerie. On n'a pas publiquement parlé de chiffres. De toute façon, comment on évalue une vie comme ça qui est... je n'ai pas envie de dire le mot gâchée, puisque franchement, à l'une et à l'autre, je vous souhaite de repartir. Sur le fondement de nos textes. En tout cas, sur une cicatrice aussi. Sur le fondement de nos textes. Karine n'a droit à rien puisqu'elle n'a pas été détenue. Roselyne a droit à une indemnité qui ne tient en compte que sa détention et que le préjudice résultant de la détention. Sa fille, sa dépression nerveuse, non, ça rentre pas. Alors, on a demandé, c'est une de nos exigences, qu'il y ait la reconnaissance d'une faute lourde. Faute de l'État. Faute lourde, c'est la faute qu'un juge normalement compétent ne commettrait pas. Et c'est par ce biais-là que Karine peut être indemnisée et que nous pouvons obtenir une indemnisation qui sort de l'ordinaire selon les vœux du président de la République. Ça, c'est en discussion. Et bien évidemment, l'argent, ça fait pas de mal dans cette situation, mais ça ne répare rien. Rien. Statistiquement, il faut aussi en parler. En 2003, la moyenne des réparations s'élevait à peu près à 10 000 euros. La plus forte indemnisation qui a été attribuée en 2003 s'est élevée à 100 000 euros. Et je relève aussi probablement une lacune, c'est le fait que les victimes par ricochet, les enfants séparés, placés, etc., ne peuvent pas, aujourd'hui, dans notre système législatif, obtenir réparation. Et Dieu sait si leur préjudice est au moins aussi important. Il y a à travers cette histoire beaucoup de victimes, on va dire des dégâts collatéraux, puisqu'il y a des, on le voit à la Cité du Renard, beaucoup d'enfants qui ont été arrachés à leurs parents par les services sociaux, simplement parce qu'ils habitaient dans cette cité. Comment tout ça va être réparé? Pertes et profits. Pertes et profits. Pertes et profits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir réparation dans notre système actuel. Absolument. Roselyne, comment vous trouvez aujourd'hui le courage de vous battre pour les autres? J'ai créé un comité de soutien avec l'aide de tous les acquittés. C'est peut-être aussi l'affaire Doutreau a été l'affaire du siècle. Voilà, vous revoyez ensemble. Oui, mais c'est aussi l'affaire du siècle par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Les acquittés soutiennent ceux qui ont été condamnés parce que nous sommes tous convaincus de l'innocence de ces personnes. Et je me suis dit, l'injustice, elle continue. Toujours ce regard des autres. Ben, c'est des coupables, ils ont été condamnés. Ils ont besoin d'aide. Et moi, c'est cette aide-là que j'essaye de leur apporter. Paul Bensoussan. Je crois qu'il faut quand même réaliser que tout le monde n'a pas eu la malchance d'être traîné dans la boue par les médias, mais également réhabilité au grand jour. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut penser à tous ces procès en catimini, à huis clos, qui se terminent parfois par des relax ou des acquittements, mais dans le silence absolu. La vie reprend son cours, mais plus personne n'en parle. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Oui, je voudrais dire, pour terminer, en ce qui me concerne, m'exprimer en tant que député. Je dirais que j'attends maintenant, avec beaucoup d'intérêt, ce que le garde des Sceaux, précisément, va nous proposer à la suite de la commission. À la suite de la commission qui rendra ses conclusions à la fin de cette année pour que... Alors sur 3 points. Alors l'instruction, je rappelle l'instruction, surtout l'instruction, la détention provisoire et les expertises, la parole de l'enfant en particulier. Voilà, il y a des choses à faire pour, comme a dit le garde des Sceaux, que de ces drames en sorte quelque chose de positif. C'est ça qui m'importe aujourd'hui en tant que législateur. Et notre système judiciaire, il est ce qu'il est humain. Je veux dire, là, on pourrait d'ailleurs multiplier par 10 le nombre des erreurs judiciaires, etc. Mais ça n'est quand même pas le propre de notre fonctionnement. Je veux dire, tous les dossiers de justice en France ne sont pas des puits d'imbécilité ou d'incompétence ou de négligence comme ceux qu'on vient de voir. Il faut quand même rassurer quand même les téléspectateurs. Notre système fonctionne quand même pas mal. Alors évidemment, on tombe sur un troupeau de carterons d'imbéciles, d'incompétents, je répète exprès, qui nous amène à des drames pareils. Bon, nous ne savons pas réparer.
ça c'est peut-être le l'éditorial de cette émission, c'est on ne sait pas réparer, le système judiciaire ne sait pas réparer. C'est peut-être à ça d'ailleurs qu'il faudrait qu'on s'attache, et c'est peut-être à ça que pensait le président de la République, qui semble, je vais faire attention, qui semble découvrir que ça ne marche pas toujours très bien et qu'il faut qu'un des tas de gens sont victimes des erreurs de la justice. Moi, ça m'étonne un petit peu, mais enfin bon. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'à travers leurs histoires, ça met en évidence quand même les dysfonctionnements. Complètement. Complètement. Je crois que dans les rouages. Oui, il y a des erreurs médicales, il y a des erreurs de pilotage, il y a des erreurs judiciaires. L'erreur est humaine. Et l'erreur judiciaire a toujours existé de tous les temps. On se souvient du courrier de Lyon, on se souvient de l'affaire Dreyfus, on se souvient de l'affaire Seznec, on se souvient peut-être de l'affaire Dominici, je ne sais pas, mais ça a toujours été vraiment la hantise de la magistrature. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, ce qui me paraît différent d'une certaine époque, c'est que la justice est plus prête aujourd'hui à faire sa propre autocritique. Et ça, c'est très important, c'est un phénomène nouveau. Je voudrais quand même dire un élément précis, chiffré, pour ramener quand même les choses à leur vraie proportion. En 2003, j'ai regardé les chiffres, en 2003, il y a eu 343 requêtes pour des détentions provisoires injustifiées, qui sont terminées par des non-lieux. 343. C'est beaucoup trop, vous me direz. Mais par rapport aux 20 000 mandats de dépôt qui sont prononcés, ça reste, grâce à Dieu, une infime minorité. Ce que je dis là ne règle pas le problème. Je crois qu'il faut continuer à réfléchir sur les moyens de faire fonctionner l'institution. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.